Donc si vous n'avez pas de questions, je passe maintenant à la deuxième une partie qui est la dynamique relativiste. Là aussi, on ne va pas expliquer toute la dynamique et les relations qui en découlent, etc. Ça demande beaucoup de temps. Donc là, je vous donne tout simplement des notions de base que vous pouvez rencontrer un peu partout dans le futur. D'accord? Donc la même chose, puisque maintenant, on a mélangé, si vous voulez, l'espace et le temps. D'accord? Donc tout a été mélangé, donc ce n'est pas comme avant. Donc toutes les formules de la mécanique classique que vous avez vues, ils vont, si vous voulez, changer. Donc le fait qu'on a mixé ces deux paramètres, le temps et l'espace, donc tout va changer. Donc dt, ce n'est pas égal dt'. Lorsque je dérive par rapport à dt, ou bien je dérive par rapport à dt', c'est autre chose. dt n'est pas égal à dt'. D'accord? Donc vous voyez que là, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et on va voir, si vous voulez, donc la première chose, je prends la force. La définition de la force. La force, c'est toujours dp, c'est la deuxième loi de Newton. F égale dp sur dt. P, c'est la quantité de mouvement, vous la connaissez. Donc, si je dérive, donc P, c'est mv. Donc, si je prends la mécanique classique, m ou bien m0, donc il va sortir, ou je vais avoir dv sur dt qui va me donner l'accélération. Donc, j'obtiens F est égal à m0a. A, c'est l'accélération. D'accord? La constatation que je vois à partir de là, c'est que F est toujours collinéaire avec l'accélération. On va voir, si vous voulez, en relativité, qu'est-ce que ça va nous donner. Donc maintenant, si vous voulez, la deuxième chose qu'on doit définir, la relation, il va rester. D'accord? Pour définir la force, il va rester, mais on va voir qu'il n'est pas égal à ma. D'accord? En relativité, ce n'est pas ma. D'accord? Ça va changer. On va voir comment ça va changer, puisque la masse aussi, il va changer. Donc il y a si vous voulez, deux choses. Pour expliquer ça d'une manière très simple, si vous voulez, la plus simple, c'est de considérer la masse. Lorsque j'ai une masse dans un référentiel de repos, si je suis au repos dans un référentiel, je mesure m0. D'accord? Je suis au repos, je mesure, allez, il pèse 2 kg. Donc ça, c'est une mesure que je fais au repos. Maintenant, si quelqu'un voit, si vous voulez, la masse, si vous voulez, en mouvement, lui, il va mesurer une autre chose. Il va mesurer, si vous voulez, une masse que j'appelle comme si la masse, si vous voulez, varie en fonction de la vitesse. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'énergie cinétique va être introduite. Mesurer la masse, ça veut dire quoi? Ça veut dire mesurer l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ça ce que je mesure. Donc lorsque je mesure l'énergie, la masse, ça veut dire que je suis en train de mesurer l'énergie. Et par exemple, la masse d'un objet quelconque, n'importe quel objet, il possède une masse au repos. D'accord? Lorsqu'il est mesuré au repos, c'est tout simplement m0. Maintenant, si je suis cette masse-là, si vous voulez, en mouvement par rapport à quelqu'un d'autre, il va mesurer une masse que j'appelle une masse relativiste. Donc ça, c'est masse au repos. Ou c'est la masse relativiste. D'accord? Donc vous voyez que à partir de cette définition, on parle de masse relativiste. Ça veut dire que la masse aussi, il change. D'accord? La masse, il change d'un référentiel à un autre. Et le changement, c'est comme le temps. Donc j'ai dt est égal à gamma dt'. Donc on peut écrire m tout simplement est égal à gamma m0. C'est gamma fois la masse au repos. Gamma, c'est toujours le facteur de Lorentz. D'accord? Vous voyez que je peux utiliser cette formule. Et de cette manière-là, si vous voulez maintenant, je veux calculer la quantité de mouvement. Si je veux introduire la quantité de mouvement à partir de cette... Ça, c'est, si on veut le dire, c'est m0 sur racine de 1 moins v2 sur c2, ce que vous connaissez. D'accord? Maintenant, si je veux déterminer la quantité de mouvement, si je veux définir la quantité de mouvement, il y a plusieurs, si vous voulez, je ne vais pas démontrer tout ça, mais P, tout simplement... Pour rendre simple les choses, c'est tout simplement la masse, cette fois-ci, la masse relativiste, multipliée par la vitesse, c'est tout simplement mv. Donc on peut la définir comme ça, c'est tout simplement gamma m0 v. Voici la nouvelle définition, si vous voulez, de la quantité de mouvement. Donc il y a le facteur gamma qui s'introduit. Pourquoi? Parce qu'on peut le montrer d'une autre manière, si vous voulez. Je peux prendre par exemple P, j'ai dit P est égal à mv avant d'arriver à ça, donc j'oublie ça, d'accord? Tout simplement pour montrer maintenant comment je peux obtenir ça c'est tout simplement c'est m, je peux prendre m0v, mais la vitesse, j'ai dit la vitesse maintenant c'est plus comme avant. La proposition de la vitesse était v égale v' plus u0. Maintenant, c'est plus la même. Donc, même la vitesse, la notion de vitesse, si vous voulez, elle a changé un petit peu. D'accord? Donc, ça, c'est tout simplement c'est dx sur dt. Mais seulement, le problème, c'est que pour définir la quantité de mouvement, on l'a défini comme étant p est égal à m dx sur dt', sur le temps propre. dt mesuré dans le référentiel propre. D'accord?
Et c'est ça ce qui est différent pour arriver à ce facteur de gamma, ce facteur gamma. Maintenant, si je l'écris d'une autre manière, j'ai pris M0. Donc c'est M0 d de x sur dt, dans le référentiel R, plus multiplié par dt sur dt'. dt sur dt', c'est quoi? On a dt est égal à gamma dt'. Donc dt sur dt' égale gamma. Donc c'est égal tout simplement à gamma M0V. D'accord? Vous voyez que je retrouve la même chose. Soit je la définis à partir de la masse relativiste, soit de cette manière-là. Mais tout simplement pour avoir ça, il faut dériver par rapport au temps propre. Ce n'est pas par rapport pour la quantité de mouvement. D'accord? Donc voilà, si vous voulez, pour maintenant la quantité de mouvement, ce que vous devriez apprendre, c'est que P, cette fois-ci, c'est tout simplement gamma M0V. Allez, il y a la définition de la quantité de mouvement. Vous constatez que si je prends V très petit devant C, gamma égale 1. Et si gamma égale 1, je vais avoir P est égal à M0V, la relation classique. Donc toutes les relations, on doit, si vous voulez, qu'on doit établir, à faible vitesse, ils doivent me donner les relations classiques que vous connaissez. Mais maintenant, si je l'applique à faible vitesse, gamma égale à 1, donc je trouve la relation classique de la quantité de mouvement P est égale à M0V que je connaissais avant. Maintenant, si je veux calculer la force, j'applique maintenant toujours le principe, c'est toujours dP sur dt. Je remplace, si vous voulez, le P par son expression, la nouvelle expression, c'est M0 gamma V. Donc si je dérive, donc F est égal à dP sur dt, est égal à d de M gamma V sur dt. Vous voyez que F est égal, si je dérive là, donc ça va me donner M gamma, donc est égal à M gamma A. Le gamma, il dépend de la vitesse. Gamma, j'ai dit, c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Donc je dois aussi dériver par rapport à la vitesse par rapport au temps. Donc j'ai gamma qui dépend du temps, et j'ai la vitesse par rapport au temps. Si je dérive dv sur dt, ça me donne l'accélération. Vous voyez que si je dérive, ça va me donner m gamma a plus mv d gamma sur dt. D'accord? Vous voyez que ce n'est plus la même chose que ce qu'on a trouvé avant. Avant, on avait trouvé f est égal à m gamma, m accélération, m fois l'accélération. Maintenant, vous voyez que c'est différent. Il y a un deuxième terme qui s'ajoute. Et est-ce qu'on a l'accélération et la force qui sont collinaires ou pas? La mécanique classique, on avait toujours l'accélération et la force qui étaient collinaires. Maintenant, est-ce que c'est vrai? D'accord? Il faut vérifier ça. Il faut faire les calculs et voir. Donc, pour faire ça, on peut le faire facilement. Donc, j'ai dit le F égale dP sur dt, donc on a trouvé m gamma a plus mv d gamma sur dt. La première chose à dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que maintenant F n'est pas égal à ma. D'accord? C'est différent de ma. Vous voyez qu'il y a un deuxième terme qui s'est ajouté, etc. Donc, la force n'est pas définie comme avant. D'accord? La force n'est pas définie en fonction de l'accélération comme avant, dans le cadre de la mécanique classique. Il y a le terme, si vous voulez, d gamma sur dt. Maintenant, je peux calculer d gamma sur dt. Gamma, c'est 1 sur racine de 1 moins v2 sur c2. Je peux dériver par rapport au temps. Donc, si je dérive, vous voyez le calcul simple, je vais arriver à la fin, si vous voulez, à gamma 3 sur c carré va. D'accord? C'est ça le d gamma sur dt. Et je prends avec le terme, il va me servir par la suite, va. VA, c'est tout simplement C carré D sur gamma 3 D gamma sur dt. Ce que je cherche, ce qui m'intéresse moi, c'est de trouver le D gamma sur dt. Une fois que j'ai D gamma sur dt en fonction des choses que je connais, je vais revenir à la relation 1 et remplacer D gamma sur dt. C'est ça ce que le calcul c'est fait pour revenir en haut et déterminer avec D gamma sur dt. C'est-à-dire le D gamma sur dt. Une fois que je la trouve, je vais la remplacer pour voir, si vous voulez, la force et l'accélération. Est-ce qu'ils sont collinaires? Quand est-ce qu'ils sont collinaires? Et quand est-ce qu'ils ne sont pas collinaires? Donc voilà, donc je fais ce petit calcul-là. Donc VA, je garde cette expression ici, c'est l'expression 2. Je reviens maintenant à l'expression 1 et je multiplie, je vais effectuer un produit scalaire F scalaire V. Je multiplie de ce côté et de l'autre côté. Donc, j'ai le droit. Je multiplie par V maintenant ou V genre. Donc si vous faites ça, vous allez obtenir FV. J'ai tout simplement multiplié, etc. À la fin, je vais arriver à... Donc je développe avec le petit calcul et j'arrive à mc carré d gamma sur dt. Donc FV est égal à mc carré d gamma sur dt. Maintenant, je peux en déduire d gamma sur dt. Donc d gamma sur dt est égal à FV divisé par mc carré. D'accord?
C'est un calcul simple. Donc maintenant, j'ai d gamma sur dt est égal à fv divisé par mc carré. Je reviens, si vous voulez, en haut et je remplace d gamma sur dt. Donc si je remplace d gamma sur dt, j'obtiens l'expression là. F est égal à m gamma a plus v multiplié par fv sur c carré. J'obtiens cette relation et à partir de là, maintenant, je peux voir est-ce que la force est collinéaire avec l'accélération ou pas. Je peux facilement, si vous voulez, trouver ça. Donc maintenant, j'ai F, la force F, qui est égale à m gamma A. Hein, c'est un terme, donc c'est A et F pour le premier terme, c'est collinaire. Maintenant, supposons que j'ai la force et la vitesse qui sont perpendiculaires. F, la force F est perpendiculaire à la vitesse. Donc s'ils sont perpendiculaires, ça veut dire F scalaire V, je n'ai pas 0. Donc le deuxième terme, maintenant, il va sauter. Et de cette manière-là, c'est-à-dire dans cette condition-là, donc j'ai F et A qui sont collinaires. Donc si F et V sont perpendiculaires, j'ai la force et l'accélération qui sont collinaires. Le deuxième cas maintenant. Deuxième cas, si F et V sont parallèles. S'ils sont parallèles, d'accord, le produit scalaire, c'est FV. Si j'effectue le produit scalaire, tu as deux vecteurs qui sont parallèles, tu as FV, c'est F fois V. Maintenant, si je remplace FV multiplié par V sur C carré, tu as F V carré sur C carré. Ce petit calcul-là, donc F, V, les vecteurs, tous les V multiplié par V multiplié par F divisé par C carré, c'est-à-dire F V carré sur C carré. Maintenant, je simplifie encore plus les choses. Avec le deuxième terme que j'ai trouvé, je vais le ramener du côté de F. Donc je vais avoir F facteur de 1, ensuite moins V carré sur C carré. 1 moins V carré sur C carré. Gamma au carré. D'accord? Maintenant, je le passe de l'autre côté pour avoir F. F est égal à M gamma 3A. M gamma 3A. Ça veut dire que la force maintenant, il est aussi, et dans ce cas-là, si vous voulez, il est collinaire avec l'accélération. Donc dans ce cas-là, vous constatez que la force est collinaire à l'accélération uniquement dans deux cas. Soit F perpendiculaire à V ou bien F parallèle à V. Dans les autres cas, la force et l'accélération ne sont pas collinaires. C'est contraire à ce qu'on connaît dans la mécanique classique. Si F et V ne sont pas perpendiculaires ou bien parallèles, donc la force n'est pas collinaire avec l'accélération, ce qui n'est pas la même chose que ce qu'on avait vu dans le cas de la mécanique classique. Donc voilà ce qui concerne la force et l'accélération. Je passe à la deuxième chose, maintenant l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, vous savez, on avait toujours classiquement qui était égal toujours 1 demi m0 v carré. C'était ça l'énergie cinétique, dans le cas classique. Maintenant, dans le cas relativiste, c'est complètement faux. D'accord? Si vous travaillez à haute vitesse, ça c'est complètement faux. Donc vous devriez utiliser une autre expression de l'énergie cinétique. On doit la retrouver facilement. Donc pour cela, je considère une particule. Pour la démontrer, ça c'est très simple. Je considère qu'une particule A, il est ici, à l'instant t égale 0, si vous voulez, initialement, il a une vitesse VA égale 0, donc l'énergie cinétique TA égale 0, et gamma A égale 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Il est que V égale 0, gamma égale 1, donc c'est gamma égale 1, d'accord? Lorsque V est très faible, gamma égale 1. Lorsque V égale 0, c'est gamma égale 1. D'accord? Maintenant, cette particule, j'exerce sur elle une force. D'accord? Il arrive jusqu'au point B. D'accord? En ce point-là, il a une certaine énergie cinétique. Il a une vitesse, si vous voulez que je note, VB. Il a une énergie cinétique TB. Et il a une certaine gamma B. D'accord? Maintenant, ici, j'ai T égale 0. Donc, ici, j'ai TB, qui est différent de 0. Donc, c'est ça l'énergie cinétique. Je le note T. Je note ça T. D'accord? Donc, maintenant, pour calculer cette énergie cinétique-là, c'est simple. Le mode le plus simple, c'est d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique est égale au travail de la force pour aller du point A au point B. C'est le théorème de l'énergie cinétique que vous avez déjà vu en mécanique. Donc, on applique le théorème de l'énergie cinétique. Donc, delta T égale tout simplement le travail de la force F. J'applique une force F. J'ai oublié. Donc, ça, c'est la force F que j'applique pour aller. D'accord? J'applique sur cette particule une force. Donc, il va bouger. Et en arrivant au point B, il avait une certaine énergie cinétique T. Je veux calculer cette énergie cinétique T. D'accord? Donc, j'applique ça.
le théorème de l'énergie cinétique, il me dit TB moins TA est égal à l'intégrale de A à B, pour aller de A à B, de F dr. D'accord? Dr, c'est la distance. D'accord? Dr, c'est une variation élémentaire de la distance. D'accord? Donc, j'ai, avec ce théorème de l'énergie cinétique, comme vous le voyez, donc F dr, je remplace dr. Dr, c'est tout simplement la vitesse multipliée par le temps. Donc, est égal à V dt. F scalaire V, on l'avait déjà dit. FV, c'est mc carré d gamma sur dt. D'accord? Ça a été fait avant. Donc FV est égal à mc carré d gamma sur dt. Donc je remplace avec FV par son expression. Donc est égal à T, c'est-à-dire TB moins TA. TA égale 0, donc TB égale T. Donc T égale. D'accord? T est égal à l'intégrale pour aller de A à B, M0 c carré d gamma sur dt. D'accord? Donc dt, dt يمشي وقلنا M0 c carré d gamma. Donc ça veut dire que j'intègre d gamma de A à B. Donc ça va me donner gamma. Si j'intègre des gamma, ça va me donner gamma. Donc gamma, pour aller de A à B, ça veut dire le gamma, il va, si vous voulez, de 1 à, si vous voulez, à gamma, gamma B. D'accord? Que je note gamma, tout simplement. D'accord? Donc si je fais ça, vous voyez que ça va me donner T est égal à M0C carré, gamma B moins gamma A égale 1, gamma B, je la note T et je la note gamma. D'accord? Et j'obtiens l'expression de l'énergie cinétique. Donc vous voyez que T n'est pas égal à 1 demi M V M0 V au carré. D'accord? C'est complètement différent. Maintenant, l'énergie cinétique T est égale à M0 C carré, c'est-à-dire la masse du corps au repos, d'accord, multipliée par gamma moins 1. Voici l'expression de l'énergie cinétique. Ce n'est plus 1 demi MV2. Vous voyez que l'énergie cinétique, cette fois-ci, c'est T est égal à M0 C carré, facteur de gamma moins 1. Alors, si vous avez un objet, vous étudiez la craie, le mouvement, etc., vous pouvez me dire T égale à 1 demi MV2. Mais si je vous donne, par exemple, un électron, et je vous dis cet électron, il a, par exemple, une énergie de 1 MeV, et vous me faites un raisonnement classique, T égale à 1 demi MV2, c'est complètement faux. D'accord? C'est complètement faux. Donc, il faut utiliser, si vous voulez, la formule relativiste, c'est-à-dire T est égal à M0C2 facteur de gamma moins 1. Donc voici l'expression de l'énergie cinétique. Vous voyez que si je travaille à faible vitesse, je dois retrouver, comme on l'avait déjà dit, je dois retrouver les formules classiques. Je dois retrouver T égale à 1 demi MV2, c'est-à-dire si V est petit, je dois retrouver T égale à 1 demi MV2. Donc pour faire ça, je peux le faire facilement. Donc gamma c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2, d'accord? Donc puisque V2 sur C2 est très petit, V est très petit devant C, donc V2 sur C2 est petit, d'accord? Donc je peux maintenant développer ça, je peux faire un développement limité, c'est-à-dire tout simplement M0 C carré, facteur de 1 moins V carré sur C carré, la puissance moins 1 demi, moins 1, d'accord? Là maintenant, puisque V carré sur C carré c'est epsilon, ça tend vers 0. D'accord? Donc je peux faire un développement limité, par exemple, en deuxième ordre. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner M0 C carré, facteur de 1, moins 1 demi V carré sur C carré, plus le terme, les radicaux faits V4 sur C4. J'ai rassemblé le tout sous forme de O V4 sur C4. Il est quand V carré sur C carré tend vers 0. V4 sur C4, c'est très très petit. D'accord? Donc je néglige le terme en deuxième ordre, donc V carré sur C carré ou au carré. Donc ce terme là maintenant je le néglige. Donc le O V4 sur C4, et ça va partir. 1 moins 1 est 0. غادي يبقى لي égal à M0 C carré, facteur de 1 demi V carré sur C carré. C carré à C carré, il va me rester 1 demi M0 V au carré. Donc je retrouve l'expression de l'énergie cinétique classique que je connais. D'accord? Donc, allez, je le retrouve uniquement si V est petit. D'accord? Si V est petit, si vous voulez, devant C, à ce moment-là, je peux négliger, je peux faire cette approximation et retrouver l'expression de l'énergie cinétique. Vous voyez que T égale 1 demi MV2, c'est une approximation de ça. D'accord? Donc, voilà en ce qui concerne l'énergie cinétique. Maintenant, on passe, si vous voulez, à l'énergie totale. Là aussi, je vous donne tout simplement une idée sur ça. Il y a pas mal de choses que je ne démontre pas. D'accord? Donc le but pour moi, dans ce cas-là, c'est tout simplement de retrouver cette relation d'Einstein. D'accord? E carré moins P carré C carré égale M0 C carré, le tout au carré. D'accord? Donc ça, c'est une relation très importante. Donc la première chose que je ne démontre pas, je vous la donne directement, c'est la relation d'Einstein aussi, donc elle est connue, c'est que E, maintenant je parle de l'énergie. Donc lorsque je parle d'énergie ou bien de masse, c'est la même chose.
Attention, il faut faire attention à la notion. J'ai dit, puisque maintenant on peut passer de l'énergie à la masse et de la masse à l'énergie. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, j'ai un pion, pi 0. D'un seul coup, le pi 0 il a disparu, il m'a donné gamma 1, gamma 2, il m'a donné des rayonnements. D'accord? Donc la masse a disparu, il s'est transformé sous forme de rayonnement. Donc la masse, ça peut donner de l'énergie, l'énergie peut produire aussi de la masse. J'ai dit, si j'ai par exemple un photon qui a une énergie élevée, il peut me créer un électron et un positron. Il se matérialise, je n'ai pas d'électron, je n'ai pas de positron. D'un seul coup, le photon disparaît, il va me donner électron et positron. Vous voyez que je peux passer de la masse à l'énergie, de l'énergie à la masse. Donc la masse, c'est de l'énergie. D'accord? Donc c'est ça ce qui est très, très important. Donc E égale, dans ce cas-là, c'est la masse relativiste multipliée par C carré. Donc c'est égal à gamma M0 C carré. D'accord? Donc voilà, si vous voulez, l'expression de l'énergie. Ça, c'est la masse toujours mesurée au repos. E égale gamma M0 C carré. D'accord? E0, c'est-à-dire la masse au repos, supposons que la particule est au repos. Donc E est égal à M0 C carré, gamma égale 1. D'accord? Si gamma égale 1, je trouve E égale M0 C carré, c'est-à-dire la masse au repos. D'accord? L'autre chose, c'est que l'énergie, toujours, lorsque je parle d'énergie, c'est l'énergie totale, toujours. D'accord? Ce n'est pas uniquement l'énergie cinétique, mais c'est l'énergie totale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette énergie-là, ce n'est rien d'autre que l'énergie de masse, c'est l'énergie de la masse lorsqu'elle est au repos, plus son énergie cinétique, plus T. D'accord? Donc, voici l'expression de l'énergie. Donc, je peux l'exprimer comme ça, comme je peux l'exprimer de cette manière. Vous voyez qu'à partir de là, déjà, j'ai ça, c'est égal à ça. Ça veut dire que T est égal à quoi? Est égal à M0 C carré, facteur de gamma moins 1. L'expression de l'énergie cinétique. D'accord? Donc T est égal à M0 C carré, facteur de gamma moins 1. D'accord? Donc je retrouve la même expression à partir de cette formule. Donc Hadi, maintenant, c'est à apprendre par cœur. Autre chose maintenant, on va essayer de trouver une relation entre l'énergie totale et l'impulsion, la quantité de mouvement. D'accord? Donc pour trouver cette relation, l'astuce la plus simple, moi je le fais toujours de cette manière-là, c'est très très simple qui me permet de retrouver cette relation. J'écris 1 sur gamma au carré. Gamma, j'ai dit c'est 1 sur racine de 1 moins V2 sur C2. Donc 1 sur gamma c'est 1 moins V2 sur C2, de toute façon c'est le bêta, d'accord? 1 sur gamma c'est, ou bien 1 sur gamma au carré c'est 1 moins bêta au carré, d'accord? Donc je peux écrire 1 sur gamma au carré qui est égal à 1 moins bêta au carré. Ça c'est identité, je remplace gamma par son expression. Et j'obtiens donc 1 sur gamma 2 est égal à 1 moins bêta au carré. J'ai rien fait, d'accord? Maintenant, je vais multiplier le tout par E carré. D'accord? De ce côté, je multiplie par E carré, de l'autre côté, je multiplie par E carré. Donc 1 moins bêta au carré, dit E carré moins bêta carré E carré, qui est égal à E carré sur gamma au carré. J'ai rien fait. J'ai multiplié les deux termes par la même quantité, c'est-à-dire par E carré. Mais j'ai oublié avant, si vous voulez, il y a un terme qui m'intéresse, c'est tout, je n'ai pas parlé de ce terme. J'ai la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, on avait dit, c'était c'est-à-dire gamma M0V. P est égal à gamma M0V. Donc gamma M0V. Attention, le bêta, ça dépend, on ne peut pas se tromper toujours. Bêta, c'est toujours V sur C. Donc lorsque j'écris V, V c'est bêta C. J'écris V ou j'écris bêta C, c'est la même chose. V égale à bêta C. Par exemple, là-bas, j'ai écrit bêta C, c'est la vitesse. Bêta C, c'est la vitesse. Donc j'écris P est égal à gamma M0V ou bien gamma M0 bêta C. Ça me permet d'avoir le bêta. Bêta est égal à P sur gamma M0C. Je multiplie en haut par C et je divise par C. Donc j'ai rien fait, j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par la même quantité, donc ça ne change rien. Donc je vais avoir bêta qui est égal à PC divisé par gamma M0 C carré. Gamma M0 C c'est l'énergie au carré, c'est E au carré. Donc ça, ce qui fait, ça va me donner bêta qui est égal à PC sur E. Maintenant, si j'ai, vous voyez que le terme en bas, j'ai E bêta au carré. Bêta E est égal à bêta E égale, en fonction de P, j'ai bêta est égal à PC sur E. Donc bêta E est égal à PC. Donc je peux remplacer bêta E par PC. Donc bêta E au carré, c'est P au carré, C carré. D'accord? Donc je remplace l'expression. Vous voyez que j'obtiens E carré moins P carré, C carré, qui est égal à M0 au carré, C4.
Donc voilà ce que j'obtiens, c'est la relation, si vous voulez, qui est, si vous voulez, très importante. Donc E carré moins P carré C carré égale M0 au carré C4. M0, c'est une constante. M0, c'est la masse de l'objet au repos. Donc c'est une constante. Lorsqu'on vous dit le proton, c'est 900, c'est à peu près 1 GeV, c'est sa masse au repos, 990, etc. Donc c'est la masse au repos. Donc la M0, c'est toujours quelque chose qui est mesuré au repos, c'est une constante. Ce n'est pas la masse relativiste, c'est la masse, si vous voulez, il est toujours fixe, il est constante. Donc j'obtiens, si vous voulez, cette relation qui est très, très importante. E carré moins P carré C carré égale M0 carré C4 égale constante. Donc ça, c'est une relation très importante. Donc là, si je passe maintenant, comme j'ai dit, si par exemple la particule est au repos, supposons si je prends une particule au repos, la quantité de mouvement égale 0. Donc il dit E égale M0 C carré. Donc je retrouve la relation, donc au repos, la masse d'une particule, c'est M0 C carré. E égale M0 C carré. Maintenant, s'il est en mouvement, je dois ajouter, si vous voulez, tenir compte de ce terme-là. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Maintenant, pour le gamma, c'est pas pour le photon, d'accord? Le photon, il n'a pas de masse. Maintenant, si je veux appliquer ces formules-là, parfois je peux avoir des problèmes. J'applique cette relation-là. Donc, pour le photon, gamma est égal à C. C'est pas gamma. V égale à C. Ça veut dire que gamma tend vers l'infini. On dit 1 moins 1, moins quelque chose qui est égal à 1. 1 sur racine de 1 moins 1. C'est 1 sur 0, quelque chose qui est très petit. Donc ça me donne quelque chose, un gamma qui est infini. Ou le photon, si vous voulez, sa masse, ça tend vers 0. Donc je vais avoir quelque chose d'infini ou quelque chose de 0. Donc Harry ne me permet pas, si vous voulez, de trouver, ça me pose un petit problème. D'accord? Maintenant, si je veux travailler avec la quantité de mouvement, si je prends cette relation, c'est très simple. Donc il n'y a pas de singularité dans ce cas-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je prends le photon, la masse du photon, c'est combien? La masse du photon. Nul. D'accord? Maintenant, je vais avoir E carré moins P carré C carré égale 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? P, C ou bien E égale PC. D'accord? Vous voyez que maintenant, j'exprime l'énergie en fonction de la quantité de mouvement, sachant que le photon ne possède pas de masse. D'accord? Le photon n'a pas de masse. Maintenant, PC. Maintenant, si j'applique ce que vous avez déjà vu en l'effet photoélectrique, on avait dit le photon possède une énergie H nu. Donc l'énergie, si vous voulez, il est proportionnel à la fréquence du photon. D'accord? Il est proportionnel, si vous voulez, à la fréquence. Donc la constante de proportionnalité, c'est H. Donc j'ai, si vous voulez, E, l'énergie du photon, E égale H nu. Donc vous voyez que d'un côté j'ai E égale H nu, de l'autre côté j'ai PC. Donc ça veut dire que maintenant la quantité de mouvement du photon P est égale à H nu sur C. Si je l'écris sous forme de vecteur, ça va donner ça. Voici la quantité de mouvement du photon. Il n'a pas de masse, mais il a une quantité de mouvement qui est égale tout simplement à H nu sur C. Donc voilà ce qu'on peut dire maintenant pour le photon, ça résout le problème. Maintenant j'ai la quantité de mouvement, même si pour une particule qui n'a pas de masse, j'ai une quantité de mouvement. La notion de quadrivecteur, on a parlé, si vous voulez, du quadrivecteur position, vous vous en souvenez, c'était C delta T, si on veut l'écrire de cette manière, delta X, delta Y, delta Z. D'accord? Donc ça c'était un quadrivecteur, et on avait dit il se transforme selon la transformation de Lorentz, et de plus, l'intervalle, si vous voulez, qui correspond à ça, c'est-à-dire le carré de la norme du quadrivecteur, est une constante, d'accord? Donc on a la norme ou bien la pseudo-norme. Donc si je calcule le carré, ça me donne l'intervalle espace-temps, ce qu'on avait appelé intervalle espace-temps. Donc cet intervalle, c'est toujours la première composante, c'est-à-dire la composante temporaire au carré, moins le reste, moins les coordonnées, le carré, si vous voulez, de chacun spatial. Donc ça va me donner C carré delta T au carré, moins delta X au carré, moins delta Y au carré, moins delta Z au carré. D'accord? Et ça, c'est égal à une constante. C'est-à-dire, lorsque je passe d'un référentiel à un autre, la quantité reste toujours la même. Elle reste constante. Maintenant, si je regarde là, ce que j'ai obtenu maintenant, la dernière relation qu'on avait obtenue avant, c'était E carré moins P carré C carré égale M0 carré C4, égale constante. Vous voyez que j'obtiens quelque chose comme un quadrivecteur, sachant que c'est purement énergie, ou c'est l'énergie. Mais ici, je constate que j'ai la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, c'est comme les coordonnées spatiales. Donc, je peux avoir les composants. C'est un vecteur qui peut avoir Px, Py, Pz.
d'accord? Il peut avoir trois composantes spatiales. Px, Py, Pz. Donc je peux l'écrire d'une autre manière, c'est-à-dire E carré moins Px au carré moins Py au carré moins Pz au carré égale constante. Donc vous voyez que je forme, si vous voulez, un quadrivecteur. Maintenant, je peux l'écrire d'une autre manière. C'est E carré sur C carré moins P. Maintenant, je vais écrire uniquement P pour ne. Moins P carré égale M0 au carré C carré. Voilà ce que j'obtiens. J'ai la composante, si vous voulez, qui est liée à l'énergie et l'autre composante qui est liée à l'impulsion. Vous voyez que j'obtiens, si vous voulez, un quadrivecteur. Cette fois-ci, ce quadrivecteur, on va l'appeler quadrivecteur énergie-impulsion.